Sa nièce, appelée pour faire le mort, déclara qu'il ne savait pas jouer au whist. Et Cottard, voyant qu'il n'y avait plus grand temps avant l'heure du train, se mit tout de suite à faire une partie d'écarté avec Morel. M. Verdurin, furieux, marcha d'un air terrible sur sa nièce. « Vous ne savez donc jouer à rien » cria-t-il, furieux d'avoir perdu l'occasion de faire un whist et ravi d'en avoir trouvé une, d'injurier l'ancien archiviste. Celui-ci, terrorisé, prit un air spirituel. « Si, je sais jouer du piano, dit-il. » Cottard et Morel s'étaient assis face à face. « À vous l'honneur, dit Cottard. »« Si nous nous approchions un peu de la table de jeu, dit à M. de Cambremer M. de Charlus, inquiet de voir le violoniste avec Cottard. C'est aussi intéressant que ces questions d'étiquette qui, à notre époque, ne signifient plus grand-chose. Les seuls rois qui nous restent en France, du moins, sont les rois des jeux de cartes. Et il me semble qu'ils viennent à foison dans la main du jeune virtuose, ajouta-t-il bientôt, par une admiration pour Morel qui s'étendait jusqu'à sa manière de jouer, pour le flatter aussi, et enfin pour expliquer le mouvement qu'il faisait de se pencher sur l'épaule du violoniste. « Yé coupe !» dit en contrefaisant l'accent rastaquaire Cottard, dont les enfants s'esclaffèrent comme faisaient ses élèves et le chef de clinique quand le maître, même au lit d'un malade gravement atteint, lançait, avec un masque impassible d'épileptique, une de ses coutumières facéties. « Je ne sais pas trop ce que je dois jouer, dit Morel en consultant M. de Cambremer. « Comme vous voudrez, vous serez battu de toute façon. Ceci ou ça. C'est égal. »« Égal. Galimarié, » dit le docteur en coulant vers M. de Cambremer, un regard insinuant et bénévole. Oh, c'était ce que nous appelons la véritable diva, c'était le rêve, une Carmen comme on n'en reverra pas, c'était la femme du rôle. J'aimais aussi y entendre une Galimarié. Le marquis se leva avec cette vulgarité méprisante des gens bien nés qui ne comprennent pas qu'ils insultent le maître de maison en ayant l'air de ne pas être certain qu'on puisse fréquenter ses invités et qui s'excusent sur l'habitude anglaise pour employer une expression dédaigneuse. Qu'est-ce monsieur qui joue aux cartes? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il vend? J'aime assez à savoir avec qui je me trouve pour ne pas me lier avec n'importe qui. Or, je n'ai pas entendu son nom quand vous m'avez fait l'honneur de me présenter à lui. Si M. Verdurin, s'autorisant de ces derniers mots, avait en effet présenté à ses convives M. de Cambremer, celui-ci l'eût trouvé fort mauvais. Mais sachant que c'était le contraire qui avait lieu, il trouvait gracieux d'avoir l'air bon enfant et modeste, sans péril. La fierté qu'avait M. Verdurin de son intimité avec Cottard n'avait fait que grandir depuis que le docteur était devenu un professeur illustre. Mais elle ne s'exprimait plus sous la forme naïve d'autrefois. Alors quand Cottard était à peine connu, si on parlait à M. Verdurin des névralgies faciales de sa femme, il n'y a rien à faire, disait-il, avec l'amour-propre naïf des gens qui croient que ce qu'ils connaissent est illustre et que tout le monde connaît le nom du professeur de chant de leur famille. Si elle avait un médecin de second ordre, on pourrait chercher un autre traitement. Mais quand ce médecin s'appelle Cottard, nom qu'il prononçait comme s'il eût été Bouchard ou Charcot, il n'y a qu'à tirer l'échelle. Usant d'un procédé inverse, sachant que M. de Cambremer avait certainement entendu parler du fameux professeur Cottard, M. Verdurin prit un air simplet. C'est notre médecin de famille, un brave cœur, que nous adorons et qui se ferait couper en 4 pour nous. Ce n'est pas un médecin, c'est un ami. Je ne pense pas que vous le connaissiez, ni que son nom vous dirait quelque chose. En tout cas, pour nous, c'est le nom d'un bien bonhomme, d'un bien cher ami. Cottard. Ce nom murmuré d'un air modeste trompa M. de Cambremer qui crut qu'il s'agissait d'un autre. Cottard, mais vous ne parlez pas du professeur Cottard? On entendait précisément la voix du dit professeur qui, embarrassé par un coup, disait en tenant ses cartes « Et c'est ici que les Athéniens s'atteignirent. » Ah si, justement, il est professeur, dit M. Verdurin. Quoi, le professeur Cottard?
Vous ne vous trompez pas, vous êtes bien sûr que c'est le même, celui qui demeure rue du Bac? Oui, il demeure rue du Bac, 43, vous le connaissez? Mais tout le monde connaît le professeur Cottard. C'est une sommité. C'est comme si vous me demandiez si je connais Bouffe de Saint-Blaise ou Courtois Suffit. J'avais bien vu en l'écoutant parler que ce n'était pas un homme ordinaire, c'est pourquoi je me suis permis de vous demander. Voyons, qu'est-ce qu'il faut jouer? À tout? Demandait Cottard. Puis brusquement, avec une vulgarité qui eût été agaçante, même dans une circonstance héroïque, où un soldat veut prêter une expression familière au mépris de la mort, mais qui devenait doublement stupide dans le passe-temps sans danger des cartes, Cottard, se décidant à jouer à tout, prit un air sombre, cerveau brûlé, et, par allusion à ceux qui risquent leur peau, joua sa carte comme si c'eût été sa vie en s'écriant « Après tout, je m'en fiche ». Ce n'était pas ce qu'il fallait jouer, mais il eut une consolation. Au milieu du salon, dans un large fauteuil, Madame Cottard, cédant à l'effet irrésistible chez elle de l'après-dîner, s'était soumise, après de vains efforts, au sommeil vaste et léger qui s'emparait d'elle. Elle avait beau se redresser à des instants pour sourire, soit par moquerie de soi-même, soit par peur de laisser sans réponse quelques paroles aimables qu'on lui eût adressées, elle retombait malgré elle, en proie au mal implacable et délicieux. Plutôt que le bruit, ce qui l'éveillait ainsi, pour une seconde seulement, c'était le regard, que par tendresse elle voyait même les yeux fermés, et prévoyait, car la même scène se produisait tous les soirs, et hantait son sommeil comme l'heure où on aura à se lever, le regard par lequel le professeur signalait le sommeil de son épouse aux personnes présentes. Il se contentait pour commencer de la regarder et de sourire, car si, comme médecin, il blâmait ce sommeil d'après-dîner, du moins donnait-il cette raison scientifique pour se fâcher vers la fin, mais il n'est pas sûr qu'elle fût déterminante, tant il avait là-dessus de vues variées. Comme mari, tout-puissant et taquin, il était enchanté de se moquer de sa femme, de ne l'éveiller d'abord qu'à moitié, afin qu'elle se rendormît, et qu'il eût le plaisir de la réveiller de nouveau. Maintenant, Madame Cottard dormait tout à fait. « Eh bien, Léontine, tu pionces !» lui cria le professeur. « J'écoute ce que dit Madame Swann, mon ami, » répondit faiblement Madame Cottard, qui retomba dans sa léthargie. « C'est insensé !» s'écria Cottard. « Tout à l'heure, elle nous affirmera qu'elle n'a pas dormi. C'est comme les patients qui se rendent à une consultation et qui prétendent qu'ils ne dorment jamais. Il se le figure peut-être, dit en riant M. de Cambremer. Mais le docteur aimait autant à contredire qu'à taquiner, et surtout n'admettait pas qu'un profane osât lui parler médecine. « On ne se figure pas qu'on ne dort pas, promulgua-t-il d'un ton dogmatique. »« Ah !» répondit en s'inclinant respectueusement le marquis, comme eût fait Cottard jadis. « On voit bien, reprit Cottard, que vous n'avez pas comme moi administré jusqu'à 2 grammes de trigonal sans arriver à provoquer la somnescence. » En effet, répondit le marquis, en riant d'un air avantageux, je n'ai jamais pris de trional, ni aucune de ces drogues qui bientôt ne font plus d'effet, mais vous détratent l'estomac. Quand on a chassé toute la nuit comme moi dans la forêt de Champy, je vous assure qu'on n'a pas besoin de trional pour dormir. Ce sont des ignorants qui disent cela, répondit le professeur. Le trional relève parfois d'une façon remarquable le tonus nerveux. Vous parlez de trional. Savez-vous seulement ce que c'est? Mais j'ai entendu dire que c'était un médicament pour dormir. Mais vous ne répondez pas à ma question, reprit doctoralement le professeur, qui 3 fois par semaine à la faculté était d'examen. Je ne vous demande pas si ça fait dormir ou non, mais ce que c'est. Pouvez-vous me dire ce qu'il contient de parties d'amyle et d'éthyle? Non, répondit M. Cambremer embarrassé. Je préfère un bon verre de fine ou même de Porto, 345, qui sont 10 fois plus toxiques, interrompit le professeur. Pour le trional, hasarda M. de Cambremer, ma femme est abonnée à tout cela, vous feriez mieux d'en parler avec elle, qui doit en savoir à peu près autant que vous.
En tout cas, si votre femme prend du Trional pour dormir, vous voyez que ma femme n'en a pas besoin. Voyons, Léontine, bouge-toi, tu t'ankyloses. Est-ce que je dors après dîner, moi? Qu'est-ce que tu feras à 60 ans si tu dors maintenant comme une vieille? Tu vas prendre de l'embonpoint, tu t'arrêtes ta circulation. Et ne m'entends même plus. C'est mauvais pour la santé, ces petits sommes après dîner. N'est-ce pas, docteur, dit M. de Cambremer, pour se réhabiliter auprès de Cottard. Après avoir bien mangé, il faudrait faire de l'exercice. Des histoires, répondit le docteur. On a prélevé une même quantité de nourriture dans l'estomac d'un chien qui était resté tranquille et dans l'estomac d'un chien qui avait couru. Et c'est chez le premier que la digestion était la plus avancée. Alors, c'est le sommeil qui coupe la digestion? Ça dépend. S'il s'agit de la digestion œsophagique, stomacale, intestinale. Inutile de vous donner des explications que vous ne comprendriez pas puisque vous n'avez pas fait vos études de médecine. Allons, Léontine, en avant, marche. Il est temps de partir. Ce n'était pas vrai, car le docteur allait seulement continuer sa partie de cartes, mais il espérait contrarier ainsi, de façon plus brusque, le sommeil de la muette, à laquelle il adressait, sans plus recevoir de réponse, les plus savantes exhortations. Soit qu'une volonté de résistance à dormir persista chez Madame Cottard, même dans l'état de sommeil, soit que le fauteuil ne prêta pas d'appui à sa tête, cette dernière fut rejetée mécaniquement de gauche et de droite, de bas en haut dans le vide, comme un objet inerte. Et Madame Cottard, balancée quant au chef, avait tantôt l'air d'écouter de la musique, tantôt d'être entrée dans la dernière phase de l'agonie. Là où les admonestations de plus en plus véhémentes de son mari échouaient, le sentiment de sa propre sottise réussit. « Mon bain est bien comme chaleur, murmura-t-elle. Mais les plumes du dictionnaire, s'écria-t-elle en se redressant. Oh mon Dieu, que je suis sotte! Mais qu'est-ce que je dis? Je pensais à mon chapeau, j'ai dû dire une bêtise, un peu plus j'allais m'assoupir. C'est ce maudit feu! Tout le monde se mit à rire, car il n'y avait pas de feu. Vous vous moquez de moi, dit en riant elle-même Madame Cottard, qui effaça de la main sur son front avec une légèreté de magnétiseur et une adresse de femme qui se recoiffe les dernières traces du sommeil. Je veux présenter mes humbles excuses à la chère Madame Verdurin et savoir d'elle la vérité. Mais son sourire devint vite triste, car le professeur, qui savait que sa femme cherchait à lui plaire et tremblait de n'y pas réussir, venait de lui crier « Mais regarde-toi dans la glace, tu es rouge, comme si tu avais une éruption d'acné. Tu as l'air d'une vieille paysanne. » Vous savez, il est charmant, dit Madame Verdurin. Il a un joli côté de bonhomie narquoise. Et puis il a ramené mon mari des portes du tombeau quand toute la faculté l'avait condamné. Il a passé 3 nuits près de lui sans se coucher. Aussi Cottard pour moi, vous savez, ajouta-t-elle d'un ton grave et presque menaçant, en levant la main vers les 2 sphères aux mèches blanches de ses tempes musicales, comme si nous en avions voulu toucher au docteur, c'est sacré. Il pourrait demander tout ce qu'il voudrait. Du reste, je ne l'appelle pas le docteur Cottard, je l'appelle le docteur Dieu. Et encore, en disant cela, je le calomnie, car ce Dieu répare, dans la mesure du possible, une partie des malheurs dont l'autre est responsable. « Jouez à tout, dit à Morel M. de Charlus d'un air heureux. « À tout, pour voir, dit le violoniste. « Il fallait annoncer d'abord votre roi, dit M. de Charlus. Vous êtes distrait, mais comme vous jouez bien. »« J'ai le roi, dit Morel. »« C'est un bel homme, répondit le professeur. »« Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là avec ces piquets ?» demanda Madame Verdurin en montrant à M. Cambremer un superbe écusson sculpté au-dessus de la cheminée. « Ce sont vos armes ?» ajouta-t-elle avec un dédain ironique. « Non, ce ne sont pas les nôtres, répondit M. de Cambremer.
Nous portons d'or à 3 faces brétéchées et contre-brétéchées de gueules à 5 pièces chacune chargées d'un trèfle d'or. Non, celles-là, ce sont celles des arrache-pelles qui n'étaient pas de notre stock, mais de qui nous avons hérité la maison et jamais ceux de notre lignage n'ont rien voulu y changer. Les arrache-pelles, jadis pelle-vilains, dit-on, portaient d'or à 5 pieux et pointés de gueules. Quand ils s'allièrent au Féterne, leur écu changea, mais resta cantonné de 20 croisettes recroistées aux pieux péris fichés d'or, avec à droite un vol d'hermine. « Attrape, dit tout bas madame de Cambremer. Mon arrière-grand-mère était une d'arrache-pelle, ou d'Eurache-pelle, comme vous voudrez, car on trouve les 2 noms dans les vieilles chartes, continua M. Cambremer, qui rougit vivement, car il eut, seulement alors, l'idée dont sa femme lui avait fait honneur, et il craignit que Mme Verdurin, qui ne se fût appliquée des paroles qui ne la visaient nullement. L'histoire veut qu'au XIe siècle, le premier arrache-pelle, Massé, dit Pellevillain, et montrait une habileté particulière dans les sièges pour arracher les pieux. D'où le surnom d'arrache-pelle, sous lequel il fut anobli, et les pieux que vous voyez à travers les siècles persister dans leurs armes. Il s'agit des pieux que, pour rendre plus inabordables les fortifications, on plantait, on fichait, passez-moi l'expression, en terre devant elles, et qu'on reliait entre eux. Ce sont eux que vous appeliez très bien des piquets, et qui n'avaient rien des bâtons flottants du bon La Fontaine. Car ils passaient pour rendre une place inexpugnable. Évidemment, cela fait sourire avec l'artillerie moderne, mais il faut se rappeler qu'il s'agit du XIe siècle. Cela manque d'actualité, dit Madame Verdurin. Mais le petit campanile a du caractère. Vous avez, dit Cottard, une veine de turlututu, mot qu'il répétait volontiers pour esquiver celui de Molière. Savez-vous pourquoi le roi de carreau est réformé? Je voudrais bien être à sa place, dit Morel, que son service militaire ennuyait. Oh, le mauvais patriote, s'écria M. Charlus, qui ne put se retenir de pincer l'oreille au violoniste. Non. Vous ne savez pas pourquoi le roi de carreau est réformé, reprit Cottard, qui tenait à ses plaisanteries? Mais c'est parce qu'il n'a qu'un œil. Vous avez affaire à forte partie, docteur, dit M. Cambremer pour montrer à Cottard qu'il savait qui il était. Ce jeune homme est étonnant, interrompit naïvement M. Charlus en montrant Morel. Il joue comme un dieu. Cette réflexion ne plut pas beaucoup au docteur qui répondit « Qui vivra verra. À roublard, roublarendi. » La dame, las, annonça triomphalement Morel que le sort favorisait. Le docteur courba la tête, comme ne pouvant nier cette fortune, et à voix fascinée. « C'est beau. Nous avons été très contents de dîner avec M. Charlus, dit Mme de Cambremer à Mme Verdurin. Vous ne le connaissiez pas? Il est assez agréable, il est particulier, il est d'une époque. » Elle eût été bien embarrassée de dire laquelle, répondit Mme Verdurin avec le sourire satisfait d'une dilettante, d'un juge et d'une maîtresse de maison. Madame de Cambremer me demanda si je viendrais à Féterne avec Saint-Loup. Je ne pus retenir un cri d'admiration en voyant la lune suspendue comme un lampion orangé à la voûte des chênes qui partaient du château. Ce n'est encore rien. Tout à l'heure, quand la lune sera plus haute et que la vallée sera éclairée, ce sera 1000 fois plus beau. Voilà ce que vous n'avez pas à Féterne, dit-elle d'un ton dédaigneux à Madame de Cambremer, laquelle ne savait que répondre, ne voulant pas déprécier sa propriété, surtout devant les locataires. Vous restez encore quelque temps dans la région, madame demanda M. Cambremer à Madame Cottard. C'est que vous pouvez passer pour une vague intention de l'inviter, et ce qui dispensait actuellement de rendez-vous plus précis. Oh, certainement, monsieur, je tiens beaucoup pour les enfants à cet exode annuel. On a beau dire, il leur faut le grand air. La faculté voulait m'envoyer à Vichy, mais c'est trop étouffé. Et je m'occuperai de mon estomac quand ces grands garçons auront encore un peu poussé.
Et puis, le professeur, avec les examens qu'il fait passer, a toujours un fort coup de collier à donner et les chaleurs le fatiguent beaucoup. Je trouve qu'on a besoin d'une franche détente quand on a été comme lui toute l'année sur la brèche. De toute façon, nous resterons encore un bon mois. Ah, alors nous sommes de revue. D'ailleurs, je suis d'autant plus obligé de rester que mon mari doit aller faire un tour en Savoie, et ce n'est que dans une quinzaine qu'il sera ici en poste fixe. J'aime encore mieux le côté de la vallée que celui de la mer, reprit madame Verdurin. Vous allez avoir un temps splendide pour revenir. Il faudrait même voir si les voitures sont attelées, dans le cas où vous tiendriez absolument à rentrer ce soir à Balbec, me dit madame Verdurin, car moi, je n'en vois pas la nécessité. On vous ferait ramener demain matin, en voiture. Il fera sûrement beau, les routes sont admirables. Je dis que c'était impossible. Mais en tout cas, il n'est pas l'heure, objecta la patronne. Laissez-les tranquilles, ils ont bien le temps. Ça les avancera bien d'arriver 1 heure d'avance à la gare. Ils sont mieux ici. Et vous, mon petit Mozart, dit-elle à Morel, n'osant pas s'adresser directement à M. de Charlus, vous ne voulez pas rester? Nous avons de belles chambres sur la mer. Mais il ne peut pas, répondit M. de Charlus pour le joueur attentif qui n'avait pas entendu. Il n'a que la permission de minuit, il faut qu'il rentre se coucher comme un enfant, bien obéissant, bien sage, ajouta-t-il d'une voix complaisante, maniérée, insistante, comme s'il trouvait quelque sadique volupté à employer cette chaste comparaison, et aussi à appuyer au passage sa voix sur ce qui concernait Morel, à le toucher à défaut de la main, avec des paroles qui semblaient le palper. Du sermon que m'avait adressé Brichot, M. de Cambremer avait conclu que j'étais Dreyfusard. Comme il était aussi anti-Dreyfusard que possible, par courtoisie pour un ennemi, il se mit à me faire l'éloge d'un colonel juif qui avait toujours été très juste pour un cousin des Chevrigny et lui avait fait donner l'avancement qu'il méritait. Et mon cousin était dans des idées absolument opposées, dit M. de Cambremer, glissant sur ce qu'étaient ses idées, mais que je sentis aussi anciennes et mal formées que son visage, des idées que quelques familles de certaines petites villes devaient avoir depuis bien longtemps. Eh bien, vous savez, je trouve ça très beau, conclut M. de Cambremer. Il est vrai qu'il n'employait guère le mot de beau dans le sens esthétique où il eût désigné pour sa mère ou sa femme des œuvres différentes, mais des œuvres d'art. M. de Cambremer se servait plutôt de ce qualificatif en félicitant par exemple une personne délicate qui avait un peu engraissé. « Comment, vous avez repris 3 kilos en 2 mois? Mais savez-vous que c'est très beau !» Des rafraîchissements étaient servis sur une table. Madame Verdurin invita les messieurs à aller eux-mêmes choisir la boisson qui leur convenait. Monsieur de Charlus alla boire son verre et vite revint s'asseoir près de la table de jeu et ne bougea plus. Madame Verdurin lui demanda « Avez-vous pris mon orangeade ?» Alors Monsieur de Charlus, avec un sourire gracieux, sur un ton cristallin qu'il avait rarement et avec 1000 mous de la bouche et déhanchements de la taille, répondit « Non, j'ai préféré la voisine, c'est de la fraisette, je crois, c'est délicieux. » Il est singulier qu'un certain ordre d'actes secrets ait pour conséquence extérieure une manière de parler ou de gesticuler qui les révèle. Si un monsieur croit ou non à l'Immaculée Conception ou à l'innocence de Dreyfus ou à la pluralité des mondes et veuille s'en taire, on ne trouvera dans sa voix ni dans sa démarche rien qui laisse apercevoir sa pensée. Mais en entendant M. de Charlus dire de cette voix aiguë et avec ce sourire et ces gestes de bras « Non, j'ai préféré sa voisine, la fraisette », on pouvait dire « Tiens, il aime le sexe fort », avec la même certitude pour un juge que celle qui permet de condamner un criminel qui n'a pas avoué.
Pour un médecin, un paralytique général qui ne sait peut-être pas lui-même son mal, mais qui a fait telle faute de prononciation d'où on peut déduire qu'il sera mort dans 3 ans. Peut-être les gens qui concluent de la manière de dire non, j'ai préféré sa voisine la fraisette à un amour dit antiphysique, n'ont-ils pas besoin de tant de science? Mais c'est ici qu'il y a rapport plus direct entre le signe révélateur et le secret. Sans le dire précisément, on sent que c'est une douce et souriante dame qui vous répond et qui paraît maniérée parce qu'elle se donne pour un homme et qu'on n'est pas habitué à voir les hommes faire tant de manières. Et il est peut-être plus gracieux de penser que depuis longtemps un certain nombre de femmes angéliques ont été comprises par erreur dans le sexe masculin ou exilées, tout en battant vainement des ailes vers les hommes à qui elles inspirent une répulsion physique. Elles savent arranger un salon, composer des intérieurs. M. de Charlus ne s'inquiétait pas que Mme Verdurin fût debout et restait installée dans son fauteuil pour être plus près de Morel. « Croyez-vous, dit Mme Verdurin au baron, que ce n'est pas un crime que cet être-là, qui pourrait nous enchanter avec son violon, soit là à une table d'écarté, quand on joue du violon comme lui? Il joue bien aux cartes, il fait tout bien. Il est si intelligent, dit M. de Charlus, tout en regardant les jeux afin de conseiller Morel. Ce n'était pas du reste sa seule raison de ne pas se soulever de son fauteuil devant Mme Verdurin. Avec le singulier amalgame qu'il avait fait de ses conceptions sociales, à la fois de grand seigneur et d'amateur d'art, au lieu d'être poli de la même manière qu'un homme de son monde l'eût été, il se faisait, d'après Saint-Simon, des espèces de tableaux vivants, et en ce moment s'amusait à figurer le maréchal d'Uxelles, lequel l'intéressait par d'autres côtés encore, et dont il est dit qu'il était glorieux jusqu'à ne pas se lever de son siège par un air de paresse devant ce qu'il y avait de plus distingué à la cour. « Dites donc, Charlus, dit Mme Verdurin qui commençait à se familiariser, vous n'auriez pas dans votre faubourg quelques vieux nobles ruinés qui pourraient me servir de concierge? »« Mais si, répondit M. de Charlus en souriant d'un air bonhomme. « Mais je ne vous le conseille pas. »« Pourquoi ? Je craindrais pour vous que les visiteurs élégants n'allassent pas plus loin que la loge. » Ce fut entre eux la première escarmouche. Mme Verdurin y prit à peine garde. Il devait malheureusement y en avoir d'autres à Paris. M. de Charlus continua à ne pas quitter sa chaise. Il ne pouvait d'ailleurs s'empêcher de sourire imperceptiblement en voyant combien confirmaient ses maximes favorites sur le prestige de l'aristocratie et la lâcheté des bourgeois, la soumission si aisément obtenue de Mme Verdurin. La patronne n'avait l'air nullement étonnée par la posture du baron, et si elle le quitta, ce fut seulement parce qu'elle avait été inquiète de me voir relancé par M. de Cambremer. Mais avant cela, elle voulait éclaircir la question des relations de M. de Charlus avec la comtesse Molé. « Vous m'avez dit que vous connaissiez Madame de Molé. Est-ce que vous allez chez elle ?» demanda-t-elle en donnant au mot « aller chez elle » le sens d'être reçu chez elle, d'avoir reçu d'elle l'autorisation d'aller la voir. M. de Charlus répondit avec une inflexion de dédain, une affectation de précision et un ton de psalmodie. Mais quelquefois... Ce quelquefois donna des doutes à Mme Verdurin qui demanda « Est-ce que vous y avez rencontré le duc de Guermantes ?»« Ah, je ne me rappelle pas. »« Ah » dit Mme Verdurin. « Vous ne connaissez pas le duc de Guermantes ?» « Comment est-ce que je ne le connaîtrais pas ?» répondit M. de Charlus, dont un sourire fit onduler la bouche. Ce sourire était ironique, mais comme le baron craignait de laisser voir une dent en or, il le brisa sous un reflux de ses lèvres, de sorte que la sinuosité qui en résulta fut celle d'un sourire de bienveillance. « Mais pourquoi dites-vous « Comment est-ce que je ne le connaîtrais pas »
Mais puisque c'est mon frère, dit négligemment M. de Charlus en laissant Mme Verdurin plongée dans la stupéfaction et l'incertitude de savoir si son invité se moquait d'elle, était un enfant naturel ou le fils d'un autre lit. L'idée que le frère du duc de Guermantes s'appelât le baron de Charlus ne lui vint pas à l'esprit. Elle se dirigea vers moi. « J'ai entendu tout à l'heure que M. de Cambremer vous invitait à dîner. » « Moi, vous comprenez, ça m'est égal. Mais dans votre intérêt, j'espère bien que vous n'irez pas. D'abord, c'est infesté d'ennuyeux. Ah, si vous aimez à dîner avec des comtes et des marquis de province que personne ne connaît, vous serez servi à souhait. Je crois que je serai obligé d'y aller une fois ou deux. Je ne suis du reste pas très libre, car j'ai une jeune cousine que je ne peux pas laisser seule. Je trouvais que cette prétendue parenté simplifiait les choses pour sortir avec Albertine. Mais pour les Cambremer, comme je la leur ai déjà présentée, « Oh, mais vous ferez ce que vous voudrez. Ce que je peux vous dire, c'est excessivement malsain. Quand vous aurez pincé une fluxion de poitrine ou les bons petits rhumatismes des familles, vous serez bien avancé. » Mais est-ce que l'endroit n'est pas très joli? Oui, si on veut. Moi, j'avoue franchement que j'aime 100 fois mieux la vue d'ici sur cette vallée. D'abord, on nous aurait payé que je n'aurais pas pris l'autre maison, parce que l'air de la mer est fatal à M. Verdurin, pour peu que votre cousine soit nerveuse. Mais du reste, vous êtes nerveux, je crois. Vous avez des étouffements. Eh bien, vous verrez, allez-y une fois, vous ne dormirez pas de 8 jours. Mais ce n'est pas notre affaire. Et sans penser à ce que sa nouvelle phrase allait avoir de contradictoire avec les précédentes, « Si cela vous amuse de voir la maison, qui n'est pas mal, jolie est trop dire, mais enfin, amusante avec le vieux fossé, le vieux pont-levis, comme il faudra que je m'exécute et que j'y dîne une fois, eh bien, venez-y ce jour-là. Je tâcherai d'amener tout mon petit cercle, alors ce sera gentil. » Après-demain, nous serons à Arambouville en voiture. La route est magnifique. Il y a du cidre délicieux, venez donc. Vous, Brichot, vous viendrez aussi, et vous, Ski. Ça fera une partie que du reste mon mari a dû arranger d'avance. Je ne sais trop qui il a invité. Monsieur Charlus, est-ce que vous en êtes? Le baron, qui n'entendit pas cette phrase, et ne savait pas qu'on lui parlait d'une excursion à Arambouville, sursauta. « Étrange question, murmura-t-il d'un ton narquois par lequel Mme Verdurin se sentit piquée. D'ailleurs, me dit-elle, en attendant le dîner Cambremer, pourquoi ne l'amèneriez-vous pas ici, votre cousine? Aime-t-elle la conversation? Les gens intelligents? Est-elle agréable? Oui, eh bien alors, très bien, venez avec elle. Il n'y a pas que les Cambremer au monde. Je comprends qu'ils soient heureux de l'inviter et ils ne peuvent arriver à voir personne. Ici, elle aura un bon air, toujours des hommes intelligents. En tout cas, je compte que vous ne me lâchez pas pour mercredi prochain. J'ai entendu dire que vous aviez un goûter à Rivebelle avec votre cousine, monsieur Charlus, je ne sais plus encore qui. Vous devriez arranger de transporter tout ça ici, ce serait gentil. Un petit arrivage en masse. Les communications sont on ne peut plus faciles. Les chemins sont ravissants, au besoin je vous ferai chercher. Je ne sais pas du reste ce qui peut vous attirer à Rivebelle. Hein. C'est infesté de moustiques. Vous croyez peut-être à la réputation de la galette? Mon cuisinier les fait autrement bien. Je vous en ferai manger, moi, de la galette normande, de la vraie et des sablés, je ne vous dis que ça. Ah, si vous tenez à la cochonnerie qu'on sert à Rivebelle, alors ça, je ne veux pas, je n'assassine pas mes invités, monsieur. Et même si je voulais, mon cuisinier ne voudrait pas faire cette chose innommable et changerait de maison. Ces galettes de là-bas, on ne sait pas avec quoi c'est fait. Je connais une pauvre fille à qui cela a donné une péritonite qu'il a enlevée en 3 jours. Elle n'avait que 17 ans. C'est triste pour sa pauvre mère, ajouta Madame Verdurin d'un air mélancolique, sous les sphères de ses tempes chargées d'expérience et de douleur. Mais enfin, allez goûter à Rivebelle si cela vous amuse d'être écorché et de jeter l'argent par les fenêtres. Seulement, je vous en prie. C'est une mission de confiance que je vous donne. Sur le coup de 6 heures,
Amenez-moi tout votre monde ici. N'allez pas laisser les gens rentrer chacun chez soi à la débandade. Vous pouvez amener qui vous voulez. Oh, je ne dirai pas cela à tout le monde, mais je suis sûr que vos amis sont gentils. Je vois tout de suite que nous nous comprenons. En dehors du petit noyau, il vient justement des gens très agréables mercredi. Vous ne connaissez pas la petite madame de Longpont? Elle est ravissante, pleine d'esprit, pas snob du tout. Vous verrez qu'elle vous plaira beaucoup. Et elle doit aussi amener toute une bande d'amis, ajouta Madame Verdurin, pour me montrer que c'était bon genre et m'encourager par l'exemple. On verra qui est-ce qui aura le plus d'influence et qui amènera le plus de monde, de Barbe de Longpont ou de vous. Et puis, je crois qu'on doit aussi amener Bergotte, ajouta-t-elle d'un air vague, ce concours d'une célébrité étant rendu trop improbable par une note parue le matin dans les journaux et qui annonçait que la santé du grand écrivain inspirait les plus vives inquiétudes. Enfin, vous verrez, ce sera un de mes mercredis les plus réussis. Je ne veux pas avoir de femme embêtante. Du reste, ne jugez pas par celui de ce soir, il était tout à fait raté, ne protestez pas. Vous n'avez pas pu vous ennuyer plus que moi. Moi-même, je trouvais que c'était assommant. Ce ne sera pas toujours comme ce soir, vous savez. Du reste, je ne parle pas des Cambremer qui sont impossibles. Mais j'ai connu des gens du monde qui passaient pour être agréables. Eh bien, à côté de mon petit noyau, cela n'existait pas. Je vous ai entendu dire que vous trouviez Swann intelligent. D'abord, mon avis est que c'était très exagéré, mais sans même parler du caractère de l'homme, je l'ai toujours trouvé foncièrement antipathique, sournois, en dessous. Je l'ai eu souvent à dîner le mercredi. Eh bien, vous pouvez demander aux autres, même à côté de Brichot, qui est loin d'être un aigle, qui est un bon professeur de seconde, que j'ai fait entrer à l'Institut tout de même, hein, Swann n'était plus rien. Il était interne. Et comme j'émettais un avis contraire, c'est ainsi. Je ne veux rien vous dire contre lui, puisque c'était votre ami. Du reste, il vous aimait beaucoup. Il m'a parlé de vous d'une façon délicieuse, mais demandez à ceci s'il n'a jamais dit quelque chose d'intéressant à nos dîners. C'est tout de même la pierre de touche. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais Swann, chez moi, ça ne donnait rien. Ça ne rendait rien. Et encore le peu qu'il valait, il l'a pris ici. J'assurais qu'il était très intelligent. Non, vous croyez seulement cela parce que vous le connaissiez depuis moins longtemps que moi. Au fond, on en avait très vite fait le tour. Moi, il m'assommait. Traduction, il allait chez les Latrémouille et les Guermantes et savait que je n'y allais pas. Et je peux tout supporter, excepté l'ennui. Ah ça, non! L'horreur de l'ennui était maintenant chez Madame Verdurin la raison qui était chargée d'expliquer la composition du petit milieu. Elle ne recevait pas encore de duchesse parce qu'elle était incapable de s'ennuyer, comme de faire une croisière à cause du mal de mer. Je me disais que ce que Madame Verdurin disait n'était pas absolument faux, et alors que les Guermantes eussent déclaré Brichot l'homme le plus bête qu'ils eussent jamais rencontré, je restais incertain s'il n'était pas au fond supérieur, sinon à Swann même, au moins aux gens ayant l'esprit des Guermantes, et qui eussent eu le bon goût d'éviter ces pédantesques facéties et la pudeur d'en rougir. Je me le demandais comme si la nature de l'intelligence pouvait être en quelque mesure éclaircie par la réponse que je me ferais, et avec le sérieux d'un chrétien influencé par Port-Royal qui se pose le problème de la grâce. Vous verrez, continua Madame Verdurin, quand on a déjà du monde, des gens du monde, avec des gens vraiment intelligents, des gens de notre milieu, c'est là qu'il faut les voir. L'homme du monde le plus spirituel dans le royaume des aveugles n'est plus qu'un borgne ici. Et puis les autres, qui ne se sentent plus en confiance. C'est au point que je me demande si, au lieu d'essayer des fusions qui gâtent tout, je n'aurais pas des séries rien que pour les ennuyeux, de façon à bien jouir de mon petit noyau. Concluons. Vous viendrez avec votre cousine, c'est convenu? Bien. Au moins ici, vous aurez tous les deux à manger.
À Féterne, c'est la faim et la soif. Ah, par exemple, si vous aimez les rats, allez-y tout de suite. Vous serez servi à souhait. Et on vous gardera tant que vous voudrez. Par exemple, vous mourrez de faim. Du reste, quand j'irai, je dînerai avant de partir. Et pour que ce soit plus gai, vous devriez venir me chercher. Nous goûterions ferme et nous souperions en rentrant. Aimez-vous des tartes aux pommes? Oui. Eh bien, notre chef les fait comme personne. Vous voyez que j'avais raison de dire que vous étiez fait pour vivre ici. Venez donc y habiter. Vous savez qu'il y a beaucoup plus de place chez moi que ça n'en a l'air. Je ne vous le dis pas pour ne pas attirer d'ennuyeux. Mais vous pourrez amener à demeure votre cousine. Elle aura un autre air qu'à Balbec. Avec l'air d'ici, je prétends que je guéris les incurables. Ma parole, j'en ai guéri, et pas d'aujourd'hui, car j'ai habité autrefois tout près d'ici, quelque chose que j'avais déniché, que j'avais eu pour un morceau de pain, et qui avait autrement de caractère que leur raspelière. Je vous montrerai cela si nous nous promenons. Mais je reconnais que même ici, l'air est vraiment vivifiant. Encore, je ne veux pas trop en parler, les Parisiens n'auraient qu'à se mettre à aimer mon petit coin. Ça a toujours été ma chance. Enfin, dites-le à votre cousine. On vous donnera 2 jolies chambres sur la vallée, vous verrez ça le matin, le soleil dans la brume. Et qu'est-ce que c'est que ce Robert de Saint-Loup dont vous parliez? Dit-elle d'un air inquiet. Parce qu'elle avait entendu que je devais aller le voir à Doncières et qu'elle craignait qu'elle me fît lâcher. Vous pourriez plutôt l'amener ici, si ce n'est pas un ennuyeux. J'ai entendu parler de lui par Morel. Il me semble que c'est un de ses grands amis, dit madame Verdurin, mentant complètement, car Saint-Loup et Morel ne se connaissaient même pas d'existence l'un de l'autre. Mais ayant entendu que Saint-Loup connaissait M. de Charlus, elle pensait que c'était par le violoniste et voulait avoir l'air au courant. Il ne fait pas de médecine par hasard, ou de littérature. Vous savez que si vous avez besoin de recommandations pour ces examens, Cottard peut tout, et je fais de lui ce que je veux. Quant à l'académie, pour plus tard, car je pense qu'il n'a pas l'âge, je dispose de plusieurs voies. Votre ami sera ici en pays de connaissance, et ça l'amuserait peut-être de voir la maison. N'est pas folichon, Doncières. Enfin, vous ferez comme vous voudrez. Comme cela vous arrangera le mieux, conclut-elle sans insister, pour ne pas avoir l'air de chercher à connaître de la noblesse, et parce que sa prétention était que le régime sous lequel elle faisait vivre les fidèles, la tyrannie, fût appelée liberté. Voyons. Mais qu'est-ce que tu as? Dit-elle, en voyant M. Verdurin qui, en faisant des gestes d'impatience, gagnait la terrasse en planche qui s'étendait d'un côté du salon, au-dessus de la vallée, comme un homme qui étouffe de rage et a besoin de prendre l'air. C'est encore sa niette qui t'a agacé? Mais puisque tu sais qu'il est idiot, prends-en ton parti. Ne te mets pas dans des états comme cela. Je n'aime pas cela, me dit-elle, parce que c'est mauvais pour lui, cela le congestionne. Mais je dois dire aussi qu'il faut parfois une patience d'ange pour supporter sa niette, et surtout se rappeler que c'est une charité de le recueillir. Pour ma part, j'avoue que la splendeur de sa bêtise fait plutôt ma joie. Je pense que vous avez entendu après le dîner son mot. Je ne sais pas jouer au whist, mais je sais jouer du piano. Oh, et ça c'est beau. C'est grand comme le monde. Et d'ailleurs un mensonge, car il ne sait pas plus l'un que l'autre. Mais mon mari, sous des apparences rudes, est très sensible, très bon. Et cette espèce d'égoïsme de sa niette, toujours préoccupé de l'effet qu'il va faire, le met hors de lui. Oh, voyons, mon petit, calme-toi. Tu sais bien que Cottard t'a dit que c'était mauvais pour ton foie. Et c'est sur moi que ça va retomber, dit madame Verdurin. Demain, sa nièce va venir avoir sa petite crise de nerfs et de larmes, pauvre homme. Il est très malade, mais enfin, ce n'est pas une raison pour qu'il tue les autres. Et puis même dans les moments où il souffre trop, où on voudrait le plaindre, sa bêtise arrête net l'attendrissement. Non, il est pas trop stupide. Tu n'as qu'à lui dire très gentiment que ces scènes vous rendent malades tous deux, qu'ils n'en reviennent pas. Comme c'est ce qu'il redoute le plus, cela aura un effet calmant sur ses nerfs, souffla madame Verdurin à son mari. On distinguait à peine la mer par les fenêtres de droite.
Mais celle de l'autre côté montrait la vallée sur qui était maintenant tombée la neige du clair de lune. On entendait de temps à autre la voix de Morel et celle de Cottard. « Vous avez de la toux ?»« Yes. »« Ah, vous en avez de bonnes, vous, dit à Morel en réponse à sa question M. de Cambremer, car il avait vu que le jeu du docteur était plein d'atouts. « Voici la femme de carreau, dit le docteur. Ça, c'est de l'atout, savez-vous. Y est coupe, y est prend. » « Mais il n'y a plus de Sorbonne, dit le docteur à M. de Cambremer. Il n'y a plus que l'université de Paris. M. de Cambremer confessa qu'il ignorait pourquoi le docteur lui faisait cette observation. « Ah, je croyais que vous parliez de la Sorbonne, reprit le docteur. J'avais entendu que vous disiez « tu nous la sors bonne », ajouta-t-il en clignant de l'œil pour montrer que c'était un mot. « Attendez, dit-il en montrant son adversaire, je lui prépare un coup de Trafalgar. » Et le coup devait être excellent pour le docteur, car, dans sa joie, il se mit en riant à remuer voluptueusement les deux épaules. Ce qui était dans la famille, dans le genre Cottard, un trait presque zoologique de la satisfaction. Dans la génération précédente, le mouvement de se frotter les mains, comme si on se savonnait, accompagnait le mouvement. Cottard lui-même avait d'abord usé simultanément de la double mimique. Mais un beau jour, sans qu'on sût à quelle intervention, conjugale, magistrale peut-être, cela était dû, le frottement des mains avait disparu. Le docteur, même au domino, quand il forçait son partenaire à piocher et à prendre le double 6, ce qui était pour lui le plus vif des plaisirs, se contentait du mouvement des épaules, et quand, le plus rarement possible, il allait dans son pays natal pour quelques jours, en retrouvant son cousin Germain, qui, lui, en était encore au frottement des mains, il disait au retour à Madame Cottard « J'ai trouvé ce pauvre René bien commun. »« Avez-vous de la petite chose ?» dit-il en se tournant vers Morel. « Non. Alors, je joue ce vieux David. »« Mais alors, vous avez 5, vous avez gagné. » « Voilà une belle victoire, docteur, dit le marquis. »« Une victoire à la Pyrrhus, dit Cottard en se tournant vers le marquis et en regardant par-dessus son lorgnon pour juger de l'effet de son mot. « Si nous avons encore le temps, dit-il à Morel, je vous donne votre revanche. C'est à moi de faire. »« Ah, non, voici les voitures. Ce sera pour vendredi. Et je vous montrerai un tour qui n'est pas dans une musette. » Monsieur et Madame Verdurin nous conduisirent dehors. La patronne fut particulièrement câline avec sa nièce afin d'être certaine qu'il reviendrait le lendemain. « Mais vous ne m'avez pas l'air couvert, mon petit, me dit Monsieur Verdurin, chez qui son grand âge autorisait cette appellation paternelle. On dirait que le temps a changé. » Ces mots me remplirent de joie, comme si la vie profonde, le surgissement de combinaisons différentes qu'ils impliquaient dans la nature, devait annoncer d'autres changements, cela se produisant dans ma vie et y créer des possibilités nouvelles. Rien qu'en ouvrant la porte sur le parc avant de partir, on sentait qu'un autre temps occupait depuis un instant la scène. Des souffles frais, volupté estivale, s'élevaient dans la sapinière où jadis Madame de Cambremer rêvait de Chopin, et presque imperceptiblement, en méandres caressants, en remous capricieux, commençait leur léger nocturne. Je refusais la couverture que, les soirs suivants, je devais accepter quand Albertine serait là, plutôt pour le secret du plaisir que contre le danger du froid. On chercha en vain le philosophe norvégien. Une colique l'avait-elle saisi? Avait-il eu peur de manquer le train? Un aéroplane était-il venu le chercher? Avait-il été emporté dans une assomption? Toujours est-il qu'il avait disparu sans qu'on eût le temps de s'en apercevoir, comme un dieu. « Vous avez tort, me dit Monsieur de Cambremer, il fait un froid de canard. »« Pourquoi de canard ?» demanda le docteur. « Gare aux étouffements, reprit le marquis. Ma sœur ne sort jamais le soir.
Du reste, elle est assez mal hypothéquée en ce moment. Ne restez pas, en tout cas, ainsi tête nue, mettez vite votre couvre-chef. Ce ne sont pas des étouffements à frigore, dit sentencieusement Cottard. Ah, dit M. de Cambremer en s'inclinant, du moment que c'est votre avis. Avis au lecteur, dit le docteur en glissant ses regards hors de son lorgnon pour sourire. M. de Cambremer rit, mais persuadé qu'il avait raison, il insista. Cependant, dit-il, chaque fois que ma sœur sort le soir, elle a une crise. Il est inutile d'ergoter, répondit le docteur, sans se rendre compte de son impolitesse. Du reste, je ne fais pas de médecine au bord de la mer, sauf si je suis appelé en consultation. Je suis ici en vacances. Il y était, du reste, plus encore peut-être qu'il n'eût voulu. Monsieur de Cambremer lui ayant dit en montant avec lui en voiture, « Nous avons la chance d'avoir aussi près de nous, pas de votre côté de la baie, de l'autre, mais elle est si resserrée à cet endroit-là, une autre célébrité médicale, le docteur du Boulbon. » Cottard, qui d'habitude, par déontologie, s'abstenait de critiquer ses confrères, ne put s'empêcher de s'écrier, comme il avait fait devant moi le jour funeste où nous étions allés dans le petit casino. « Mais ce n'est pas un médecin. Il fait de la médecine littéraire. C'est de la thérapeutique fantaisiste, du charlatanisme. D'ailleurs, nous sommes en bons termes. Je prendrai le bateau pour aller le voir une fois, si je n'étais pas obligé de m'absenter. » Mais, à l'air que prit Cottard pour parler du Boulbon à M. de Cambremer, je sentis que le bateau avec lequel il fut allé volontiers le trouver eût beaucoup ressemblé à ce navire que, pour aller ruiner les eaux découvertes par un autre médecin littéraire, Virgile, lequel leur enlevait aussi toute leur clientèle, avait frété les docteurs de Salerne, mais qui sombra avec eux pendant la traversée. « Adieu, mon petit Sagnette, ne manquez pas de venir demain. Vous savez que mon mari vous aime beaucoup. Il aime votre esprit, votre intelligence. Mais si, vous le savez bien. Il aime prendre des airs brusques, mais il ne peut pas se passer de vous voir. C'est toujours la première question qu'il me pose. Est-ce que Sagnette vient? J'aime tant le voir. » « J'ai jamais dit ça, dit M. Verdurin à Sagnette, avec une franchise simulée qui semblait concilier parfaitement ce que disait la patronne avec la façon dont il traitait Sagnette. Puis, regardant sa montre, sans doute pour ne pas prolonger les adieux dans l'humidité du soir, il recommanda au cocher de ne pas traîner, mais d'être prudent à la descente, et assura que nous arriverions avant le train. Celui-ci devait déposer les fidèles, l'un à une gare, l'autre à une autre, en finissant par moi, aucun autre n'allant aussi loin que Balbec, et en commençant par les Cambremer. Ceux-ci, pour ne pas faire monter leurs chevaux dans la nuit jusqu'à la Raspelière, prirent le train avec nous jusqu'à Donville-Féterne. La station la plus rapprochée de chez eux n'était pas en effet celle-ci, qui, déjà un peu distante du village, l'est encore plus du château, mais la Sogne. En arrivant à la gare de Donville-Féterne, M. de Cambremer tint à « donner la pièce », comme disait Françoise, au cocher des Verdurins. Justement, le gentil cocher, sensible à idées mélancoliques. Car M. de Cambremer était généreux et en cela était plutôt du côté de sa maman. Mais soit que le côté de son papa intervint ici, tout en donnant, il éprouvait le scrupule d'une erreur commise, soit par lui, qui, voyant mal, donnerait par exemple 1 sou pour 1 franc, soit par le destinataire, qui ne s'apercevrait pas de l'importance du don qu'il lui faisait. Aussi fit-il remarquer à celui-ci, c'est bien 1 franc que je vous donne, n'est-ce pas? En faisant miroiter la pièce dans la lumière, et pour que les fidèles puissent le répéter à Madame Verdurin. N'est-ce pas? C'est bien 20 sous. Comme ce n'est qu'une petite course. Lui et Madame de Cambremer nous quittèrent à la Sogne. « Je dirai à ma sœur, me répéta-t-il, que vous avez des étouffements. Je suis sûr de l'intéresser. » Je compris qu'il entendait de lui faire plaisir. Quant à sa femme, elle employa en prenant congé de moi 2 de ces abréviations qui, même écrites, me choquaient. Alors, dans une lettre,
bien qu'on s'y soit habitué depuis, mais qui, parler, me semblent encore, même aujourd'hui, avoir dans leur négligé voulu, dans leur familiarité apprise, quelque chose d'insupportablement pédant. Contente d'avoir passé la soirée avec vous, me dit-elle. Amitié à Saint-Loup, si vous le voyez. En me disant cette phrase, Madame de Cambremer prononça Saint-Loup. Je n'ai jamais appris qui avait prononcé ainsi devant elle, ou ce qui lui avait donné à croire qu'il fallait prononcer ainsi. Toujours est-il que, pendant quelques semaines, elle prononça Saint-Loup, et qu'un homme qui avait une grande admiration pour elle et ne faisait qu'un avec elle fit de même. Si d'autres personnes disaient Saint-Loup, il assistait, disait avec force Saint-Loup, soit pour donner indirectement une leçon aux autres, soit pour se distinguer d'eux. Mais sans doute, des femmes plus brillantes que Madame de Cambremer lui dirent ou lui firent indirectement comprendre qu'il ne fallait pas prononcer ainsi, et que ce qu'elle prenait pour de l'originalité était une erreur qui la ferait croire peu au courant des choses du monde, car peu de temps après Madame de Cambremer redisait Saint-Loup, et son admirateur cessait également toute résistance, soit qu'elle l'eût chapitré, soit qu'il eût remarqué qu'elle ne faisait plus sonner la finale, et s'était dit que, pour qu'une femme de cette valeur, de cette énergie, de cette ambition eût cédé, il fallait que ce fût à bon escient. Le pire de ses admirateurs était son mari. Madame de Cambremer aimait à faire aux autres des taquineries, souvent fort impertinentes. Sitôt qu'elle s'attaquait de la sorte, soit à moi, soit à un autre, M. de Cambremer se mettait à regarder la victime en riant. Comme le marquis était louche, ce qui donne une intention d'esprit à la gaieté même des imbéciles, l'effet de ce rire était de ramener un peu de pupille sur le blanc, sans cela complet, de l'œil. Ainsi une éclaircie met un peu de bleu dans un ciel ouaté de nuages. Le monocle protégeait du reste comme un verre sur un tableau précieux cette opération délicate. Quant à l'intention même du rire, on ne sait trop si elle était aimable. Ah, gredin, vous pouvez dire que vous êtes à envier. Vous êtes dans les faveurs d'une femme d'un rude esprit. Ou rosse. Eh bien, monsieur, j'espère qu'on vous arrange. Vous en avalez des couleuvres. Ou serviable. Vous savez, je suis là. Je prends la chose en riant parce que c'est pure plaisanterie, mais je ne vous laisserai pas malmener. Ou cruellement complice. Je n'ai pas à mettre mon petit grain de sel, mais vous voyez, je me tords de toutes les avanies qu'elle vous prodigue. Je rigole comme un bossu, donc j'approuve, moi, le mari. Aussi, si vous prenez fantaisie de vous rebiffer, vous trouveriez à qui parler, mon petit monsieur. Je vous administrerai d'abord une paire de claques et soignez. Puis nous irions croiser le fer dans la forêt de Champy. Quoi qu'il en fût de ces diverses interprétations de la gaieté du mari, les foucades de la femme prenaient vite fin. Alors M. de Cambremer cessait de rire. La prunelle, momentanément, disparaissait, et comme on avait perdu depuis quelques minutes l'habitude de l'œil tout blanc, il donnait à ce rouge normand quelque chose à la fois d'exangue et d'extatique, comme si le marquis venait d'être opéré, ou s'il implorait du ciel, sous son monocle, les palmes du martyr.